Bonjour à tous. Le comité de prévention des RPS et de la promotion de la QVT 83 vous présente aujourd'hui sa première matinale 2022. Le thème aujourd'hui, donc dirigeants, salariés, comment prévenir l'usure professionnelle, RPS, TMS, désinsertion professionnelle. Ce webinaire s'articulera en 2 temps. Donc, dans un premier temps, Nicolas Frey de l'ANACT, donc de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, présentera, définira l'usure professionnelle. Dans un second temps, il s'agira d'un témoignage, d'un exemple concret de moyens d'action pour prévenir l'usure professionnelle. Ce témoignage se fera sous forme de table ronde. Donc, cette table ronde réunira la direction du magasin Castorama de la Garde, le représentant sécurité, le représentant du personnel, accompagné par Isabelle Compiègne, contrôleur CARSAT et pilote de l'action TMS Pro, et le docteur Perrieux de l'AIST 83. Ces échanges seront animés par Corinne Dabézy, qui est psychologue auprès de l'AIST 83. Donc, n'hésitez surtout pas, tout au long de ce webinaire, à poser vos questions. Alors, via le chat ou en tout cas via l'onglet questions-réponses, les intervenants y répondront, soit à la fin de leurs interventions, soit directement au cours de leurs interventions. Je vais laisser la parole à Monsieur Frey, qui va maintenant rentrer et poursuivre directement dans le vif du sujet, la présentation de l'usure professionnelle. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Merci de votre invitation à cette matinale. Je vais donc partager mon écran afin que vous puissiez suivre mon propos. Un instant. Vous allez me dire si c'est visible pour vous. C'est parfait. D'accord, merci. Alors, donc, pour ce temps un peu d'introduction à la question de l'usure professionnelle, je vais articuler mon propos en 3 temps, en fait, si vous voulez. Dans un premier temps, vous donner quelques éléments de définition. Ensuite, j'illustrerai à travers 2 petits exemples, puis j'aborderai la manière dont le réseau de l'ANACT et les ARACT approchent cette question de l'usure professionnelle. Le support que je vais utiliser, et vous allez pouvoir le télécharger, et il contient à la fin un certain nombre de liens et de ressources pour aller plus loin sur cette question. Alors, en termes de constat et de définition, c'est vrai que si on faisait un, comment dirais-je, comme ça, un petit brainstorming sur voilà, qu'est-ce que ça évoque le mot usure, eh bien, assez rapidement, chacun arriverait à se dire que ça évoque un processus. Voilà, il y a l'idée que c'est une altération progressive de l'état de santé, hein. Le mot usure, on l'utilise dans bien d'autres domaines, mais voilà, il y a l'idée d'un processus. Il y a l'idée aussi d'un processus accéléré, hein. C'est peut-être l'idée d'une usure prématurée ou précoce, hein. Il y a aussi l'idée que si on est dans le monde du travail, l'usure caractériserait peut-être certaines activités, hein. On va parler d'activités ou de métiers qui seraient usants ou pénibles. Là, on va rejoindre, et on verra dans un instant, la notion de pénibilité. Voilà. Et il y a aussi une notion qui est intéressante à voir, c'est que, en revenant sur le langage courant, on a voilà, l'idée d'un processus subi, hein, on est usé par le travail, hein, des termes qu'on peut entendre, mais aussi ça peut évoquer quelque chose de l'ordre d'un processus où chacun a aussi une part active en fait dans ce processus-là, puisqu'on entend s'user à la tâche. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi d'une certaine manière, des fois, on y met quelque chose qui fait que c'est pas seulement la situation qui est usante, c'est aussi l'investissement qu'on y met dedans. Voilà, et évidemment, c'est un terme voilà, dans le champ de la santé au travail où très vite, on a des termes associés comme inaptitude, maladie, désinsertion professionnelle. Alors, ça a été dit en ouverture de la webconférence, c'est un terme que vous allez entendre de plus en plus. Et puis voilà, donc on a beaucoup de termes connotés, évidemment, du côté, j'allais dire, un peu négatif. Alors, en termes de définition,
il faut déjà dire qu'effectivement, l'usure professionnelle, si on prend ce terme-là, il n'y a pas de définition, on pourrait dire, scientifique en tant que telle. Néanmoins, on peut, si vous voulez, caractériser l'usure professionnelle de la manière suivante. Dire que donc c'est le résultat d'un processus d'altération de la santé en lien avec le travail, puisqu'on parle de l'usure professionnelle, qui peut évidemment impacter la capacité d'un salarié à tenir son emploi dans la durée. Alors, elle ne concerne pas, plus particulièrement, une population ou une autre, elle peut concerner tous les âges, hein, et elle traduit, si vous voulez, on pourrait dire une accélération du processus de vieillissement naturel. Le vieillissement, là, c'est une caractéristique que nous avons tous en partage, hein. Le temps agit sur nous, sur notre corps, sur notre, physique, sur notre psychique, mais voilà, l'usure professionnelle, d'une certaine manière, c'est un processus qui se traduit par une accentuation finalement, des processus de vieillissement, quoi. Et donc ces effets, ils se manifestent à travers différents signes, on pourrait dire, ou différents symptômes, hein. Alors des symptômes d'atteinte à la santé. Alors, on parlera, je crois, tout à l'heure, plus particulièrement de troubles musculo-squelettiques, hein, de TMS, mais ça peut se traduire aussi par d'autres symptômes, d'autres, types de pathologies, qu'ils soient plutôt physiques ou plutôt psychiques, même si, voilà, c'est toujours compliqué de départager complètement les 2. Et ça peut aussi, bien entendu, se traduire, du côté des faits qui sont peut-être plus indirects ou moins immédiatement lisibles, du côté du fonctionnement de l'entreprise, à travers, des absences, pour raison de santé, à travers un turnover dans un service, par exemple, à travers, des défauts qualité, et cetera, et cetera. J'y reviendrai bien entendu tout à l'heure. Et alors, ce qu'on dit nous, par rapport, en termes de définition, si vous voulez, c'est qu'effectivement, l'usure dépend d'un certain nombre de cumuls ou de combinaisons, d'exposition du salarié à des contraintes de travail, hein, qui peuvent être de nature diverse. Et évidemment, ça dépend aussi des régulations possibles en situation, hein. C'est-à-dire que, est-ce que, les salariés ont la possibilité, alors dans la situation et tout au long de leur parcours, en quelque sorte, est-ce qu'ils disposent de marge de manœuvre, de régulation possible pour atténuer en quelque sorte les effets, de la contrainte de travail, quoi. Voilà, donc ça, ce sont des éléments de définition un peu, généraux. Hem, Simplement pour situer aussi les enjeux, si vous voulez, de cette question de l'usure professionnelle, je cite rapidement vraiment quelques chiffres, hein, au niveau national. C'est un enjeu de santé publique, parce que si alors là, j'élargis un peu, pas simplement à la question de l'usure, mais pour, situer plus largement, la question de, comment dirais-je, de l'état de santé des salariés. C'est vrai que si on sait qu'aujourd'hui 15 des actifs sont touchés par une maladie chronique et plus largement 25 de la population déclare avoir des limitations, si vous voulez, dans les gestes quotidiens du fait d'un problème de santé, on s'imagine ce que ça peut représenter effectivement, comment dirais-je? Comme source de gêne à minima, voire de grandes difficultés dans le travail, quoi. Et ensuite, si on regarde plus précisément en matière de santé au travail, on a, chaque année, effectivement, un nombre important d'avis d'aptitude avec réserve ou d'avis d'inaptitude, hein, qui sont prononcés par le médecin du travail. Aujourd'hui, alors même s'il y a évidemment, bien entendu, un très gros travail qui est fait, en matière de maintien en emploi, voilà, il y a un nombre quand même, conséquent d'avis d'inaptitude qui, aboutissent encore à, du licenciement sans reclassement possible, sans solution possible de reclassement. Et c'est également un enjeu d'employabilité puisque, par exemple, effectivement, du côté des salariés seniors, le taux d'emploi, des seniors, hein, proche de l'âge de la retraite, il est assez faible puisque vous voyez que, environ 20 des seniors, est inactif, dans les 2 années qui précèdent l'âge légal de la retraite et principalement pour des raisons de santé, en fait.
Bien entendu, il y a aussi des enjeux d'attractivité, hein. On disait tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité, des métiers qui ont on pourrait dire, une réputation ou qui sont perçus comme tels, comme étant, comme ayant des conditions de travail usantes, voilà. Et donc, effectivement, l'usure professionnelle, elle a aussi un impact sur l'attractivité des métiers, sur un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a, un certain nombre de notions, et effectivement, comme je le disais, tout à l'heure, il faut quand même distinguer, effectivement, vieillissement, qui est un processus normal, de usure professionnelle, hein. Effectivement, on vieillit tous au travail d'une certaine manière à travers le vieillissement, biologique, mais l'usure professionnelle, ça serait plutôt vieillir par le travail en quelque sorte. Et c'est un peu en quelque sorte, à la conjonction des 2 que peut se produire une usure, prématurée. Alors, on a un peu 3 types de situations, là, pour faire un peu le lien avec, les questions de pénibilité. On va avoir, des situations de pénibilité, où il y a des atteintes possibles à la santé, sans pour autant que la pénibilité, soit ressentie, hein. On va avoir, par exemple, dans la longue durée, hein, des situations de travail où des salariés sont exposés notamment à des agents, chimiques ou, toxiques pour la santé ou, cancérogènes, voilà, qui ne sont pas forcément dans la situation de travail, perceptibles comme des choses, pénibles, mais pour autant qui vont impacter leur, santé dans la durée et notamment réduire, l'espérance de vie, oui. Et à l'inverse, on pourrait dire à l'autre bout du curseur, on peut avoir des situations de travail qui sont vécues comme étant pénibles et pour autant sans qu'on ait d'éléments, on pourrait dire, scientifiques qui permettent de dire qu'il y a des atteintes à la santé, dans la durée, quoi. Et alors évidemment, du coup, au croisement des 2, on aura des situations de travail qui sont vécues comme étant pénibles et dont on sait qu'elles vont générer des atteintes possibles à la santé, dans la durée, quoi. Voilà, ce qui est aussi une manière peut-être alors ça complexifie un peu les choses, mais voilà, c'est aussi une manière de distinguer, les choses entre usure et pénibilité. Alors, je fais un rapide focus sur, l'usure, psychique, puisqu'effectivement peut-être on se représente, l'usure avant tout, comme, un processus d'altération, de notre, santé physique, de notre état physique. Néanmoins, voilà, on entend parler de plus en plus d'usure psychique. Alors, certainement avez-vous entendu parler du burn-out, hein, c'est un terme qui est même, on pourrait dire, passé dans l'usage courant, dans le langage courant aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, on a commencé à décrire, ce syndrome, hein, puisqu'on appelle c'est un syndrome pour utiliser le langage médical, qui est apparu dans les années 70 et qui décrivait l'épuisement au travail, l'épuisement professionnel dans les métiers du soin, hein, c'était l'épuisement professionnel des soignants et en fait, c'est un état d'épuisement professionnel, ressenti face à des situations de travail qui sont, émotionnellement exigeantes, en fait. Et en fait, le burn-out désigne alors là encore, vous allez retrouver, des éléments de définition que j'ai donnés tout à l'heure, hein. C'est l'idée que c'est, le résultat d'un processus, hein, là, alors plus précisément du rapport subjectif au travail, hein, c'est-à-dire que le rapport qu'un salarié entretient avec son travail et à travers 3 dimensions qui le caractérisent, hein, c'est, d'une part un épuisement émotionnel, hein, c'est-à-dire c'est le sentiment d'être vidé de ses ressources et en y ajoutant le fait que le repos ordinaire, c'est-à-dire, d'une journée sur l'autre ou le week-end ou les vacances, ne suffisent pas à soulager une fatigue très intense. C'est aussi une autre dimension, qui est celle du comment dirais-je? D'une sorte de détachement, si vous voulez, vis-à-vis du travail, hein, ou en tout cas une attitude qui est modifiée, hein. C'est-à-dire que
le salarié peut se retrouver dans une attitude soit dure ou au contraire très détachée, désengagée vis-à-vis du travail, développant parfois des conceptions péjoratives sur les usagers alors qu'il n'était pas du tout sur ce registre-là auparavant. Voilà, donc c'est une forme de, voilà, c'est décrit comme tel, une forme de cynisme vis-à-vis du travail. Et enfin, et une dimension importante qui est effectivement le fait de se sentir dans une impasse, dans un état voilà, perte de l'accomplissement personnel au travail. Ouais, donc là, ce sont les éléments de définition du burn-out, donc qui est, on pourrait dire, une forme d'usure psychique, hein, dans un. Alors, ça peut concerner tous les métiers, mais c'est vrai qu'on le trouve plus particulièrement dans des métiers de la relation, des métiers où il y a aussi un idéal du métier très fort, des métiers dans le champ du social notamment. Alors, juste dire, je passe là-dessus, mais pour dire qu'effectivement, la question de la désinsertion professionnelle et de l'usure professionnelle sont des thématiques qui sont de plus en plus ancrées, si vous voulez, dans les politiques publiques de santé au travail, hein. Voilà, donc si vous voulez, tout ce qui organise, on pourrait dire, l'action des institutions en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Donc ces cadres institutionnels, voilà, en font un axe prioritaire, voilà, de l'action, alors qu'il s'agit des services de prévention et de santé au travail, des CARSAT, des ARACT et tous les autres organismes de prévention. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette approche un peu en termes de définition? Alors, évidemment, c'est une notion qui est abordée avant tout par ses effets négatifs, hein, soit sur la santé, soit, effectivement en termes de difficultés dans l'entreprise. Ça peut être une difficulté de recrutement, hein, sur un poste, sur lequel il y a du turnover et on sait ou on ne compr ou des fois on ne comprend pas toujours pourquoi il y a ce turnover-là. Alors et c'est là où on va commencer à s'intéresser finalement, est-ce qu'il n'y a pas, quelque chose, qui fait qu'il y a une usure précoce qui fait que ça se traduit finalement par des sorties de l'emploi en quelque sorte par les salariés qui se succèdent sur tel ou tel poste. L'usure, donc, c'est une notion un peu interface, vous voyez, donc entre la question de, on pourrait dire, l'amélioration des conditions de travail, la prévention primaire, pour parler le langage des préventeurs, la prévention primaire des risques, c'est-à-dire réduire le risque à la source, hein, réduire la pénibilité à la source. Donc, c'est un peu interface entre ça et l'aspect de gestion des parcours professionnels, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'usure, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps, hein, on la caractérise par cette dimension temporelle et c'est justement la possibilité d'appréhender la dimension temporelle qui fait aussi l'intérêt de l'usure, parce que sinon, à la limite, on parlerait uniquement de pénibilité, de risque. Voilà, donc l'usure, de par son caractère de processus, elle va permettre d'aborder, on pourrait dire, voilà, la dimension temporelle dans la vie de l'entreprise et dans la vie des salariés. Alors, juste pour vous dire, donc je prends très rapidement deux petits exemples pour illustrer ce que c'est et pour donner voilà, un peu à voir un peu comment dirais-je, le type d'action qu'on peut être amené à mettre en place face à des questions d'usure professionnelle. Un premier exemple à travers effectivement des auxiliaires de puériculture, donc dans des crèches municipales, à partir d'un projet où il s'agissait de mettre en place une action globale en santé au travail, hein. Donc l'entrée n'était pas celle particulièrement de l'usure. Alors classiquement, mais je décris pas, hein, la méthode, hein, mise en place d'un comité de pilotage, de groupes de travail par métier, entretien, observation, et cetera. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'état des lieux que nous avions fait, voilà, on voyait qu'il y avait, par exemple, dans les usages en fait des espaces de travail, hein, donc il y a à la fois des salles où les auxiliaires de puériculture sont avec les nourrissons, il y a des salles qui servent au change des bébés, il y a la salle du goûter, il y a les salles de jeux, les salles de jeux d'eau, etc., etc. Donc il y a des salles spécifiques, des salles plus générales.
Et on a vite constaté qu'effectivement, il y avait en termes de fonctionnalité, en termes de circulation d'un espace à l'autre, des contraintes assez fortes qui étaient en partie qui généraient des contraintes dans l'activité des auxiliaires de puériculture. Et donc des choses assez, somme toute, assez matérielles. Et puis, par ailleurs, effectivement, des problèmes, alors notamment matériels, mais qui perduraient, des situations qui étaient vécues comme très insatisfaisantes, justement par manque de solutions. Des absences aussi dans les équipes, qui fait que voilà, il fallait, faire le travail en étant moins nombreux. Et effectivement peut-être une forme d'usure, qui était, comment dirais-je? Qui arrivait pas spontanément dans les discours, mais finalement, chacune d'entre elles finissait par dire: «On a toutes eu, un jour ou l'autre des problèmes de corps». Et pour autant, effectivement, même s'il y avait, de nombreux changements d'affectation, d'une section à une autre ou, parce que c'était un ensemble de crèches, donc d'une crèche à une autre, mais pour pallier surtout des absences. Mais pour autant, les parcours étaient, somme toute assez limités, sauf lorsque les difficultés de santé devenaient trop importantes et du coup, qui, permettaient ou en tout cas, ouvraient à la possibilité d'une reconversion professionnelle dans, d'autres services. Mais justement, les parcours étaient très limités puisque les auxiliaires de puériculture, ont, comment dirais-je? C'est aussi un moteur de leur activité. Elles cherchent à rester dans le métier, quoi qu'il en soit, en quelque sorte, et malgré effectivement, l'usure, comment dirais-je? Qui se produit finalement, sur elles, quoi. Et toutes les fonctions n'ont pas toujours la possibilité de mobilité externe, sauf, pour certaines fonctions. Et du coup, dans les types d'actions qu'on a été à mettre en place, et ça vous donnera un peu une idée sur le fait que, voilà, quand on voit comme ça des métiers qui sont à la jonction entre usure physique et usure psychique, voilà, il faut probablement, il n'y a pas une seule action en fait à mettre en place. Il faut, jouer sur différents tableaux. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouvera dans beaucoup de domaines, hein. Et donc, là, par exemple, effectivement, le document unique n'avait pas été réalisé, donc on s'est attaché à ça. En matière de prévention, je vais plutôt insister de ce côté-là, en matière de prévention primaire. Voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est, travailler avec, ces équipes-là et avec, les équipes de maîtrise d'ouvrage, de la ville, sur comment ils peuvent intégrer un certain nombre de critères dans, alors d'une part, un marché d'achat de matériel, hein, c'est-à-dire que le mobilier, par exemple, les tables allongées, les, tapis de jeu, les accessoires, afin qu'ils soient plus, on va dire, entre guillemets, «plus ergonomiques», plus adaptés, aux conditions de l'activité des exploitants de puériculture. On a aussi, démarré un programme de rénovation progressive des cuisines, hein, alors bon, pour, effectivement, faire qu'en sorte qu'elles soient, moins, enfin plus adaptées, si vous voulez. On a également testé des nouveaux modèles de chaussures, spéciales qu'elles utilisent. Et puis, sur l'aspect, on pourrait dire, métier, l'usure liée au métier, on a, aussi mis en place, d'une part une formation et un groupe, d'analyse de pratique, quoi. Voilà. Et alors dans cette action-là, on a commencé, à aussi engager une réflexion sur les parcours pour anticiper les deuxièmes parties de carrière puisque effectivement, un certain nombre d'entre elles, en deuxième partie de carrière, ont des problèmes de santé qui les conduit effectivement à s'absenter, et elles ont beaucoup de mal à envisager une sortie de ce métier-là, qui est quand même, quelque chose de très fort. Deuxième petit exemple, voilà, où là, c'est une entrée plutôt par, on pourrait dire la dimension prévention, hein, c'est-à-dire c'est, l'analyse des situations de travail pour intégrer les risques psychosociaux dans un document unique. Alors là, c'est dans un office, d'habitat, un office d'HLM, où
ma demande, c'était de travailler voilà, sur l'analyse des risques psychosociaux de manière à les intégrer dans le document unique voilà, qui existait déjà. Alors, je passe sur les modalités qui sont un peu similaires. Et dans l'état des lieux, effectivement, on a eu on a fait un focus sur un métier qui est ce qu'on appelle le métier d'assistant de groupe, hein, qui est un métier de proximité, qui est un peu de proximité vis-à-vis des habitants, hein, des immeubles gérés par cet office, qui est un métier effectivement qui est un peu à l'interface entre le technique et le commercial. C'est un métier qui nécessite beaucoup de déplacements parce qu'effectivement, un assistant de groupe, il gère, on va dire, un ensemble important d'immeubles. Et on constatait aussi une disparité dans les périmètres des différents secteurs, quoi. Et spontanément, en fait, les personnes avec lesquelles on avait travaillé ont parlé d'usure, en fait, hein, en disant qu'effectivement, il y avait pour elles des situations qui étaient usantes, hein, sur le fait que, par exemple, ce qui était remplacé dans un immeuble était rapidement de nouveau dégradé. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est usant pour eux. Lorsque aussi on leur demande finalement de régler un différend entre voisins, voilà, donc on les sollicite sur un rôle qui n'est pas le leur. Voilà, c'est aussi la surcharge de travail lorsque effectivement il y a un collègue d'un secteur voisin qui est momentanément absent et il faut un peu prendre le relais. Voilà, donc ils ont très spontanément identifié un certain nombre de situations de travail usantes et ça rejoignait bien nous, la méthode qu'on utilise pour intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un certain nombre de situations types, de situations problèmes. Et donc, voilà, partant de là, on a travaillé sur ces situations-là et on a du coup mis en place un certain nombre enfin, un certain nombre d'actions en ont découlé, comme par exemple l'amélioration du processus d'intégration des nouveaux assistants de groupe, hein, parce qu'effectivement, ce qui fait aussi à la fois la compétence et l'expérience de l'assistant de groupe, et ce qui va aussi lui permettre d'être comment dirais-je, en pleine possession de ses moyens et aussi, ce faisant, de se préserver d'une forme d'usure, c'est de bien connaître son patrimoine d'un point de vue technique et de bien connaître les locataires des immeubles qu'il a en charge, quoi. Et du coup, on a aussi mis en place un temps d'échange sur les pratiques professionnelles, donc afin que, entre assistants de groupe, ils sont, enfin voilà, ils échangent sur leur expérience de travail. Voilà, donc vous voyez qu'à travers ces deux petits exemples, des manières différentes j'allais dire, d'entrer sur la question de l'usure. Du coup, là, je réouvre un peu sur quelques grands principes que nous avons développés au sein du réseau ANAC-TARAC pour approcher la question de l'usure. Alors, deux leviers principaux, hein, deux leviers d'action principaux. D'une part, c'est agir sur les situations de travail et l'organisation du travail, hein. Alors, je crois qu'on y reviendra aussi tout à l'heure sur l'aspect TMS, quoi. Alors, j'allais dire entre guillemets, c'est peut-être des choses connues. Voilà, le fait de travailler effectivement dans une perspective de prévention primaire, hein, c'est-à-dire essayer vraiment dans la conception même des situations de travail, d'intégrer des critères de travail, d'aménager un certain nombre d'éléments lorsqu'on ne peut pas réduire le risque à la source. Donc tout ça est assez classique. Par contre, effectivement, ce qui s'ajoute un peu à travers cette thématique de l'usure, c'est prendre aussi, intégrer tout ce qui va relever des parcours, des compétences, de l'expérience et toutes les actions qui vont pouvoir contribuer en fait effectivement d'une part, identifier, comprendre un peu les parcours, parce qu'on peut avoir le sentiment que bon, bah, les parcours, c'est le fruit entre guillemets, enfin, voilà, comment on pourrait dire ça, d'une rencontre entre opportunités et compétences de l'autre, quoi. Or, en fait, il y a aussi souvent, comment dirais-je, on peut lire les parcours dans la durée aussi à l'aune des questions de santé au travail. Et ça, c'est très intéressant à regarder pour identifier
et voir dans quelle mesure tel métier, tel poste, finalement, produit une forme d'usure. Et voilà, donc, et du coup, réfléchir ainsi à quel autre type de parcours professionnel on peut mettre en place, quoi. Du coup, aussi, c'est agir avec ces deux leviers, mais c'est aussi agir sur un continuum. Bon, ça, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, c'est ne pas exclure, loin de là, bien sûr, tout le travail qui doit être fait sur le maintien en emploi, hein. Là, j'ai essayé de centrer mon propos plutôt du côté, on va dire, de la prévention primaire, mais effectivement, il faut faire quelque chose avec les personnes qui sont déjà en situation de difficulté de santé, et donc toutes les actions qui relèvent du maintien en emploi sont absolument nécessaires et essentielles, quoi. Hem, alors, c'est effectivement, alors ça, c'est une autre manière de le représenter, donc je passe assez rapidement dessus, mais c'est à la fois donc effectivement agir sur les situations et les problématiques individuelles, mais c'est aussi agir pour tous les salariés dans une perspective plus collective, quoi. Alors, pour ça, comment dirais-je? J'allais dire l'avantage, c'est que les entreprises, ont, on pourrait dire, comme ressource une diversité d'acteurs, en fait. Alors que je vais pas développer tout le petit schéma, mais effectivement, c'est absolument, important de pouvoir s'appuyer sur les ressources, on pourrait dire de proximité aussi, que ce soit le donc service de prévention et de santé au travail, hein, qui est une nouvelle appellation SPST, qui remplace, service de santé au travail et qui est encore, je vois sur le schéma. Évidemment la CARSAT, mais tous les acteurs, aussi, qu'ils soient liés, à la profession, ou alors ça peut être l'OPCO, ça peut être un organisme spécialisé, et ensuite, c'est tous les acteurs, plus spécialisés dans le maintien en emploi, par exemple, quoi. Donc il y a une diversité de ressources, il y a des ressources, vous verrez en fin de et en utilisant, si vous regardez le support, il y a voilà, un certain nombre de liens qui sont proposés pour, trouver ces ressources-là. Alors, bon, la démarche, je passe rapidement et simplement pour vous indiquer, aussi l'intérêt d'utiliser, par exemple, un certain nombre d'indicateurs, en fait. Justement, sur l'angle un peu de l'analyse, on pourrait dire des parcours et des populations, c'est, des choses toutes simples, hein. C'est comme, par exemple, le croisement âge-ancienneté. Par exemple, essayer de caractériser dans une équipe, voilà, un périmètre donné, la répartition des effectifs, ou sur un graphique, vous croisez tout simplement, voilà, comme par exemple dans cette entreprise. Alors, sur un axe, vous avez l'âge, sur l'autre, l'ancienneté, et voilà, ça permet de voir. Alors, on peut y mettre la diversité des postes, hein. Alors, par exemple, là, c'était effectivement dans l'industrie, voilà, il y avait, vous voyez, des postes d'électromécaniciens. Alors, là, c'est des gens qui sont, jeunes et récemment entrés dans l'entreprise. Là, on a un groupe, plutôt déjà qui ont une certaine ancienneté et qui, sont entre 45 et 55 ans, une diversité de métiers. Voilà, là, on approche des gens qui forcément, bah, approchent petit à petit de l'âge de la retraite, et on peut s'apercevoir qu'il y a, un poste, voilà, le poste d'outilleur qui est, voilà, à 55 ans, donc il n'est pas tout de suite à la retraite, mais c'est le seul, quoi. Donc peut-être dans quelques années, il ne sera plus là, et ce sont des métiers très, qui requièrent beaucoup d'expérience, qui voilà, on peut faire l'hypothèse que c'est quelqu'un qui a un savoir-faire très riche, très important, et donc peut se poser la question de la transmission, des savoir-faire à, alors une autre personne qu'on pourrait faire monter en compétences, ou si quelqu'un est recruté pour, prendre la continuité au moment du départ à la retraite, bon voilà, comment ça, dans quelles conditions ça peut se faire, et cetera, quoi. Voyez donc,
bon, ce sont des outils tout simples qui peuvent permettre de repérer des choses comme ça, ou aussi, comme ici à droite, vous avez pareil, le croisement âge-ancienneté, avec dans deux services différents. Les petits points rouges, vous voyez, ce sont les points des salariés qui ont eu dans l'année précédente un certain nombre d'absences pour soit accident du travail ou maladie professionnelle. Et vous voyez que par exemple sur le graphique du haut, en fait, on a finalement, ceux qui ont les petits carrés entourés, finalement, ce sont plutôt les personnes qui ont, on va dire, en gros, plus de 50 ans, quoi, hein, qu'elles soient récentes dans l'entreprise ou moins récentes. Alors qu'à l'inverse, dans le graphique du bas, ceux qui ont eu voilà, plutôt des accidents ou des maladies professionnelles, là est un peu j'allais dire, entre guillemets, indépendamment de l'âge, c'est plutôt effectivement ceux qui sont à plus de 10 ans d'ancienneté, quoi. Donc là, le graphique du bas, on serait plutôt sur quelque chose effectivement où il y a une forme de cumul et d'usure qui se traduit par à un moment donné effectivement des accidents ou des maladies professionnelles, quoi. Voilà, donc ça peut être des choses toutes simples qui aident à visualiser dès lors qu'on a une population un tant soit peu importante, voilà, qu'on essaie de construire un diagnostic, et bien voilà, recourir à des indicateurs de ce type-là, ça peut être intéressant. Je termine juste par un autre outil qui peut être utile pour les entreprises qui nous écoutent. C'est un outil un peu d'auto-positionnement pardon, sur ces questions de prévention de la désinsertion professionnelle, prévention de l'usure professionnelle. Voilà, alors c'est un outil qui a été développé par les collègues de la RACT Normandie et qui est en test actuellement dans le réseau ANACT. Voilà, et donc avec plusieurs axes, donc par exemple les pratiques managériales, par exemple la prise en compte du travail réel dans la gestion des situations, la gestion du retour au travail après une absence, la politique de prévention des risques professionnels, etc., etc. Donc vous avez comme ça 8 axes, et pour chacun des axes, si on prend par exemple la gestion du retour au travail après une interruption, voilà, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Alors, par exemple, le service de santé au travail ou maintenant le SPST, donc, est mobilisé par l'entreprise pour l'aider à gérer les situations individuelles des salariés. Voilà, donc après, oui, non, plus ou moins. Voilà, et à travers un certain nombre de questions, voilà, cet outil, il aide à déjà identifier un peu finalement qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'on sait faire déjà, sur quoi on a besoin de s'améliorer. Parce que ça, c'est un des constats qu'on fait, c'est que dans l'immense majorité des entreprises, il se fait des choses en fait. Alors des choses qui ne sont pas forcément nommées comment dirais-je, comme prévention de l'usure, si on reprend cette thématique-là. Mais voilà, il y a la recherche alors souvent sous un angle individuel, mais en tout cas, il y a la recherche de solutions. Voilà, et donc aussi repérer ces pratiques-là, repérer ce qui a bien marché, et parce que des fois, on finit par l'oublier. On a réussi, par exemple, par exemple, à reconvertir quelqu'un dans un autre poste suite à un accident du travail ou suite à justement à une maladie professionnelle qui était le signe d'une usure professionnelle. Donc voilà, je suis à peu près sûr que dans l'auditoire, beaucoup d'entreprises ont réussi des choses. Et des fois, ce qui a réussi, on finit par l'oublier. Mais du coup, valoriser ça, identifier à l'inverse les limites ou ce sur quoi on bute pour voir justement comment on peut prendre les choses peut-être autrement. Et pour ça, effectivement, travailler avec les acteurs de proximité. Voilà. Donc, voilà, je développe pas plus, et vous trouverez effectivement un certain nombre de ressources
en fin de support qui vous permettront d'aller plus loin sur cette thématique-là. Je vous remercie de votre attention et alors j'ai pas vu s'il y a des questions sur le chat parce que voilà, je visualisais mon support, mais voilà, donc s'il y a des questions ou des remarques, c'est bien volontiers pour prolonger ça. Merci. En tout cas, merci Monsieur Frey pour cette présentation vraiment très riche et illustrée qui nous a permis vraiment de mesurer les enjeux en cause et surtout d'identifier, et ça c'est le côté positif, les solutions et en tout cas les leviers d'action qui sont possibles pour les entreprises. Et ça c'est le côté aussi pratico-pratique qui est demandé par la plupart de nos auditeurs aussi. Donc Evelyne, est-ce que tu as vu des questions sur le chat? J'ai pas vu de questions, mais ce qui, on est dans le cadre d'un comité de prévention des risques psychosociaux et moi je voudrais savoir si il y a vraiment un lien entre le côté risque psychosocial, le côté psychologique et l'usure professionnelle de façon globale. Sur le plan est-ce que l'usure psychologique qui est liée à une organisation, est-ce qu'il y a un lien entre l'organisation et l'usure physique, pardon. Physique, vous avez dit? Oui, L'usure physique, le lien oui. entre les RPS et l'usure physique. Bah, Et oui. comment on le mesure? Ah, alors, la question de la mesure, elle est pas évidente. Euh, Comme ça, en première approche, moi, je dirais, vous savez, l'expression courante de dire en avoir plein le dos, voilà, et elle est assez illustrative en fait, hein. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais souvent le langage est assez juste en fait, parce qu'il dit à la fois, effectivement, c'est une expression pour dire que voilà, il y a un cumul de choses, voilà, et du coup qui sont de l'ordre de l'organisation, hein, ce que vous disiez, hein, du contenu du travail, des exigences du travail. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui fait que ben voilà, on en a marre, hein, et on en a plein le dos, et du coup, je pense on aurait un peu tous cette expérience-là, c'est qu'à un moment donné, même dans des métiers effectivement où peut-être on pourrait dire la dimension en quelque sorte psychosociale est particulièrement prégnante, eh bien ça peut finir par se traduire aussi par de la fatigue physique, par voilà, des troubles du sommeil, par euh, voilà, une difficulté aussi dans l'alimentation, des conduites addictives. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est psychologique, enfin, ça atteint le psychisme, mais ça a des effets aussi sur le physique, quoi. Alors, quant à le mesurer, là, comme ça, spontanément, je ne me viens pas d'éléments d'enquête. Il faudrait peut-être regarder plus précisément, mais voilà, c'est pas évident de découper, hein. C'est vrai que spontanément, on a tendance à distinguer le physique du psychique, mais voilà, c'est pas, c'est beaucoup plus poreux que ça, quoi. Mais c'est vrai que hem, ce qui peut-être ce qui peut jouer aussi, c'est justement dans les situations, heu, c'est comment dirais-je? C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que, hem, il y a à la fois un certain nombre d'éléments on pourrait dire objectivables en quelque sorte, hein, pour répondre à votre question sur comment on le mesure. C'est-à-dire que, heu, on peut dans des formes de diagnostic, par exemple, identifier que, heu j'ai souvenir d'une intervention où on voyait que, par exemple, dans une imprimerie, il y avait, on pouvait corréler, si vous voulez, les changements de poste à l'augmentation des cadences, en fait, hein. Il y avait eu un changement d'organisation,
les produits, les commandes n'étaient plus les mêmes. Du coup, il y avait plus de petites commandes et du coup, il fallait, entre guillemets, pour atteindre l'équilibre économique, il fallait augmenter en fait on va dire les cadences pour un certain nombre de productions. Et du coup, après 2 ou 3 années, comme ça, on arrivait à voir que ça se traduisait aussi dans le fait qu'il y avait une moindre stabilité des équipes qui étaient affectées à la conduite des machines, en fait. Voilà, et donc, voilà, on peut, comment dirais-je, on peut arriver à voir. Alors, c'est pas tout, parce qu'en même temps, il faut avoir de la prudence dans la lecture des indicateurs, hein, et souvent, il faut croiser différents indicateurs pour se faire une idée de la situation. Ce n'est pas toujours un indicateur en lui-même qui va donner la gravité d'une situation, hein, parce que l'indicateur lui-même, il est construit d'une certaine manière et il comporte un certain nombre de limites. Mais voilà, on peut aussi, comment dirais-je, appréhender et essayer de construire un diagnostic un peu partagé avec, en croisant à la fois des indicateurs et des éléments plus qualitatifs amenés à travers voilà, des points de vue divers, des entretiens. Voilà. Je crois qu'il y a Une autre une, question, oui. une réaction. D'accord. Il y en a même Bon, plusieurs. voilà. Donc, il y a le problème de la considération des salariés et en lien avec le manque de rendez-vous managériaux dans les Bien sûr. entreprises. Donc, est-ce un aspect que l'ANACT aborde avec les entreprises? Bien Il y a entendu, une oui, oui. autre, il y a une autre question sur l'impact de l'usure psychologique. C'est pas une question, c'est une observation. Oui, Euh, L'impact de l'usure psychologique sur le physique n'est pas toujours visible immédiatement. tout à fait. Et en cas de harcèlement moral, si la personne ne fait pas de dépression nerveuse, elle peut aussi avoir à plus ou moins long terme une atteinte neurologique. Euh, il est dommage qu'on n'en tienne pas compte. Donc, c'est plus une observation, des observations que des questions directement, mais ça fait bien le lien avec tout ce qui est facteur de risque psychosocial et puis euh, concrétisation par du physique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, alors même si les deux remarques n'ont pas de lien l'une avec l'autre, mais néanmoins, on pourrait dire effectivement que la remarque de Madame Comte est tout à fait juste, à savoir que, et c'est une des difficultés, effectivement, l'impact de l'usure, on va dire dans des sortes, enfin dans des signes physiques en quelque sorte objectivables, n'est pas toujours visible immédiatement. Effectivement, les choses peuvent des fois se faire dans la durée. Et donc, effectivement, c'est ce qui rend les choses compliquées, mais c'est aussi ce qui incite à rejoindre la remarque de Monsieur Neveu, à savoir effectivement, eh bien, de toute façon, n'attendons pas en quelque sorte d'avoir comment des problèmes de santé dans la population salariée, mais mettons en place un certain nombre d'actions qui relèvent du fonctionnement. Alors, de l'entreprise, du fonctionnement managérial, etc., des processus RH, et notamment, effectivement, parmi cette batterie d'actions, la question comment dirais-je, des temps entre le salarié et sa hiérarchie, c'est des temps importants. Alors, il a été écrit plein de choses sur le sujet, hein, alors, disons que euh, je sais pas si c'est une question d'outillage ou s'il faut, parce qu'il en existe des tonnes, hein, des formations, des outils sur euh, comment dirais-je, améliorer ou outiller les temps d'échange entre un cadre, un encadrant et les salariés qu'il a sous sa responsabilité. Mais toujours est-il qu'effectivement, comme ils sont déjà pas si nombreux que ça, on va dire ces temps obligatoires, hein, les temps annuels de l'entretien annuel et celui de l'entretien professionnel. Du coup, comme
il peut y avoir une tendance parfois à traiter les choses un peu rapidement pour peu que d'un côté ou de l'autre, hein, on ne soit pas très à l'aise, pas bien préparé ou pour X raisons, voilà, on n'est pas dans de très très bonnes conditions. Eh bien, du coup, finalement, il y a un manque de rendez-vous pour reprendre le terme utilisé dans la remarque. Donc, c'est vrai que c'est une dimension vraiment très, très importante. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les managers ont un rôle très important finalement dans la prévention. Alors d'une manière générale dans la politique de prévention des risques, dans la prévention de la désinsertion professionnelle, ils sont un peu aussi eux-mêmes à la jonction, hein, entre la question des risques, la question du fonctionnement, la question RH. Ils condensent un peu tout ça et c'est vrai que voilà, c'est un rôle un peu pivot. Alors, au sein, on n'est pas les seuls, hein, mais au sein du réseau de l'ANACT, effectivement, on a développé tout un tas de choses sur comment soutenir l'encadrement dans ce travail-là, quoi, dans son rôle préventif, en quelque sorte. On n'a pas d'autres questions. Donc, Delphine. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ça ne fait qu'enrichir en fait nos échanges et le webinaire. Je pense que sur votre présentation, Monsieur Frey, on pourra retrouver les liens vers le réseau ANACT, enfin les réseaux ANACT, etc., pour effectivement aller plus loin. Donc maintenant, il est temps d'aborder la deuxième partie de ce webinaire qui est consacrée à un témoignage, particulièrement aux actions menées de concert avec les équipes du magasin Castorama de la Garde, la CARSAT et la IST 83. Donc, je vais laisser la parole à Corinne Dabézy, qui est psychologue du travail auprès de la IST 83, qui va animer cette table ronde. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à nos invités d'avoir accepté de témoigner et puis de nous donner un peu les enseignements qu'ils ont pu tirer de la démarche dans laquelle ils se sont engagés. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, je vais repréciser nos intervenants et donc les présenter. Donc, on a à la fois pour Castorama, pour l'entreprise, Madame Krebs qui va représenter, je dirais, les ressources humaines puisque Monsieur Martinez, DRH, avait une contrainte pour ce matin. On aura aussi Monsieur Bonamy en tant que responsable sécurité pour Castorama. Et puis, un élu membre CSSCT, Monsieur Fernandez. Et puis, on aura pour l'AIST 83, donc le service de prévention et de santé, le docteur Périeux, qui est le médecin référent de l'entreprise. Et puis, pour la CARSAT, Madame Compiègne. Alors, avant peut-être de rentrer directement dans le sujet, je voulais faire une petite introduction sur cette démarche. La démarche qui va vous être présentée, elle s'inscrit dans un continuum. Et vous allez le comprendre, puisque en fait, l'entreprise Castorama avait déjà commencé, je dirais, un travail en interne, avec un certain nombre d'actions qui ont été effectuées pour limiter l'impact de différents risques. Alors, pour démarrer, et peut-être que chacun comprenne un peu de quoi il s'agit, je vais m'adresser à vous, Madame Kress. Peut-être vous rapprocher de la caméra, voilà, pour qu'on vous voit un tout petit peu plus. Déjà, avec les masques, c'est un peu compliqué. Et ouvrir votre micro. Voilà. Alors, Madame Krebs, je vais vous demander peut-être quel a été le déclencheur et comment est-ce que tout cela, finalement, a commencé. Qu'est-ce qui a motivé une telle démarche pour l'entreprise Castorama? Oui, alors il y aura 4 points en tout que je vais aborder, du coup, pour expliquer la démarche. Donc, dans un premier temps, c'est une volonté politique de la direction nationale et aussi locale. Donc, c'est vrai que sur les dernières années, on a connu pas mal d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont impacté du coup la durée des indisponibilités des collaborateurs. Et du coup, il y a eu une grosse quantité d'accidents du travail. Donc, on s'est aperçu à travers de ces augmentations d'accidents du travail et de maladies professionnelles que nous devions aller plus loin
et trouver des solutions pour préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs en magasin, et donc mener des actions de prévention plus poussées que ce qui avait été entrepris en interne jusqu'à présent. Donc, cette hausse d'AT et d'MP, donc c'est un coût pour l'entreprise aussi. Il y a un aspect financier, tant au niveau des formations que de la qualité opérationnelle sur le terrain. Et ça représente aussi un impact direct sur le travail des autres collègues, puisqu'il faut remplacer le personnel absent. Donc, très souvent, en plus, ça se fait dans l'urgence. On ne peut pas prévoir un accident du travail ou quelqu'un qui va se mettre en maladie. Donc, au-delà de ça, on remplace en plus le personnel qualifié par du personnel temporaire qui est moins qualifié, qui du coup peut être moins engagé et investi en raison du besoin provisoire et de l'incertitude de la durée du remplacement, parce que ça va souvent être des contrats de courte durée. Le marché du travail aussi est compliqué et on a du mal à recruter tout simplement. Donc, ça a créé une charge de travail supplémentaire pour le personnel qui est en poste. Ça peut entraîner aussi des tensions et des conflits ou même d'autres TMS et RPS sur la durée. Donc, au final, ça devient un cercle vicieux pour nous duquel on n'arrive pas à se dépêtrer. Nous avons le droit de trouver des solutions pour nos collaborateurs afin qu'ils travaillent dans des conditions optimales en parfaite sécurité. Et il ne faut pas que leur santé soit affectée au travail. Donc, la démarche TMS Pro, elle entre parfaitement dans cette logique de prévention et de protection des collaborateurs. Donc, en deuxième point, des raisons qui motivent cette démarche, c'est la prise de conscience. Notre activité, c'est une activité qui use, qui sollicite des contraintes physiques marquées pour les collaborateurs. Donc, ça s'explique par des postures, des gestes répétitifs et du port de charge. Ça peut représenter donc des facteurs d'usure professionnelle pour les collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que la vente chez Castorama. Il y a de la mise en rayon, de la manutention qui sont réalisées par nos équipes logistiques et aussi nos vendeurs sur le terrain. Donc, en troisième point, mes propos du coup sont corroborés par des statistiques. Donc, on a eu 14 accidents du travail en 2021, 1300 jours d'absence liés aux accidents du travail, ce qui représente quasiment 4 absents à temps plein sur l'année, et 2 maladies professionnelles de plus de 2 ans, notamment sur les 2 dernières années. Donc, à cela s'ajoute aussi sur les derniers mois 3 reclassements pour inaptitude pour des motifs plus ou moins liés au RPS. Et en sachant que les 3 reclassements sont dans le même service. Après, tout n'est pas tout négatif non plus. On a un absentéisme qui est relativement peu élevé, à hauteur de 3,5%, ce qui est faible en tout cas chez Castorama, quand on se compare à d'autres régions ou d'autres magasins ou même au niveau national. Pareil pour le turnover, il est à hauteur de 12% et pour nous, c'est faible quand on se compare encore une fois à la région ou au national. Ou même d'autres entreprises qui sont dans la même branche d'activité. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est il y a eu un ciblage national TMS Pro de l'assurance maladie risque professionnel du magasin, mais qui concerne également un certain nombre de magasins de l'enseigne. Donc, c'est pour nous une opportunité d'avoir une meilleure maîtrise de ce risque, d'organiser et de structurer une démarche de prévention pérenne et également d'agir efficacement sur les TMS et donc à terme sur l'usure professionnelle. Donc, pour mener cette démarche, il faut mobiliser l'ensemble des ressources, qu'elles soient internes dans le magasin ou externes, être accompagné donc par les partenaires CARSAT, AIST. La démarche de prévention des TMS, c'est l'affaire de tous et sa réussite, elle repose sur la mobilisation de chacun. Donc, au-delà de ça, nous, on a une ligne directrice au magasin, c'est de suivre nos valeurs auxquelles je suis moi-même très attachée et mon collègue, M. Martinez, également, vu qu'on est les 2 RH. Donc, notre objectif, c'est de prendre du plaisir dans notre activité, de donner de la confiance au personnel et de travailler main dans la main, soudés en équipe. Donc, c'est ce plaisir, ce collectif, cette confiance qui entraînera de la performance à terme
et du résultat pour notre entreprise, qui permettra à notre personnel de se sentir épanoui, en sécurité et heureux dans son métier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Alors, à travers ce que vous nous avez dit, on peut comprendre ce qui a déclenché, je dirais, l'initiative de la démarche, c'est à la fois des indicateurs en interne que vous avez observés sur globalement les conditions de travail, et vous avez parlé des AT, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres éléments. C'est la conjugaison de l'observation de ces indicateurs finalement en interne, et puis aussi, vous nous avez expliqué le regard, le ciblage de la CARSAT à un instant T sur les TMS Pro, finalement, qui vous ont permis de donner l'impulsion pour démarrer cette démarche. Effectivement, ce que vous avez expliqué, c'est que dans cette démarche, vous n'avez pas été seul, vous avez été accompagné par différents partenaires. Et donc, je vais donner la parole aux partenaires justement pour que d'autres entreprises puissent comprendre dans quel environnement aussi elles pourraient démarrer des démarches du même type et être elles aussi accompagnées et soutenues. Donc, je vais peut-être commencer par le rôle de la CARSAT et pour qu'on puisse comprendre un peu, en savoir un peu plus sur le déroulement, je dirais, théorique d'une démarche TMS Pro sur un plan peut-être global. Je laisse la parole à Isabelle Compiègne. Oui, merci Corinne. Bonjour à tous. Alors, pour parler un petit peu de ce fameux programme, alors voilà, qui a un terme bien appliqué aujourd'hui qui s'appelle TMS Pro. Voilà, c'est un terme qui parle de plus en plus aux entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux programme en fait de prévention des TMS est avant tout un programme voilà, qui a été élaboré par l'assurance maladie et qui existe déjà depuis 2014. Il est vraiment axé sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et des lombalgies dans le cadre du travail. C'est vrai que l'intervention de M. Frey parlait bien d'un processus d'usure déjà naturel, de par nos compositions à tous, mais également d'une usure qui peut être accélérée dans le cadre du travail. Et ça, nous, au sein de notre direction de prévention des risques professionnels, on constate bien cette problématique des TMS, des lombalgies dans le cadre du travail. Donc, cette usure qui est en fait prématurée du fait à la fois de ce qu'on va appeler des facteurs biomécaniques, ces fameuses contraintes à la fois posturales qu'on peut avoir, mais également de la répétitivité des gestes, des ports de charge qui sont alliés à tout ça. Donc, ces contraintes physiques marquées et également les TMS et les lombalgies, c'est là où la prévention devient compliquée, c'est qu'elle n'est pas monofacteur, mais plurifactorielle, puisqu'il y a également les facteurs organisationnels, qui sont vraiment les facteurs déterminants de l'activité de travail, en fonction de l'aménagement du poste, de la conception des postes, du travail en équipe ou pas. Tous ces éléments-là vont effectivement interférer et amener à avoir des postures contraignantes qui amènent ces facteurs biomécaniques. Et le troisième facteur, et M. Frey l'a dit également, c'est le côté psychosocial qui est important. L'intérêt du travail, la reconnaissance au travail, le collectif de travail, la relation hiérarchique, la relation entre collègues. Tous ces éléments-là composent en fait les facteurs qui vont amener les TMS. Donc, le programme aujourd'hui TMS Pro, tel qu'il est proposé aux entreprises, c'est d'avoir une approche multifactorielle sur l'ensemble de ces facteurs biomécaniques, organisationnels et psychosociaux. Et c'est ce qui va permettre, au travers de ça, d'être dans une conduite de projet. Et c'est ça l'intérêt de ce programme, c'est d'être dans une conduite de projet qui va nous permettre d'avoir une montée en compétences de l'entreprise sur le champ TMS lombalgie et une autonomie qui va lui permettre de dépister chez lui, enfin dans l'entreprise, les différents postes à risque et puis derrière de les analyser de façon exhaustive. Et c'est vrai que le magasin Castorama est aujourd'hui accompagné dans ce programme pour justement lui donner les clés pour pouvoir aborder ce champ TMS lombalgie sous le champ de prévention et comprendre un petit peu aussi que ça participe à l'usure professionnelle. Voilà. Donc ce programme, même si Castorama aujourd'hui est focalisé, parce qu'on parle un peu de ciblage ou en tout cas d'idée d'être élu dans un programme. Alors c'est vrai que Madame des ressources humaines l'évoquait, il y a une sinistralité qui est un élément d'entrée, mais pas que. Elle l'a dit également, on est sur une activité aussi qui sollicite beaucoup le corps, la mise en rayon, les choses comme ça. Et à l'inverse, c'est aussi surtout une opportunité pour eux
de travailler sur ce sujet qui souvent est pas facile à aborder. Les psychosociaux, les TMS ne sont pas des sujets très faciles, c'est vrai. Mais ce programme donne les clés pour les aborder de manière non plus théorique, mais pratico-pratique. Et cette fois-ci, on parle vraiment du travail et on essaie de trouver des pistes de solutions qui vont pouvoir les transformer, ces situations de travail. Et souvent, ce n'est pas que des solutions techniques, mais l'organisation du travail est vraiment un levier aujourd'hui dans l'idée de la prévention des risques TMS en Belgique. Voilà, d'où l'accompagnement au travers de ce programme. Ok, merci Isabelle. Alors, tu parles de rendre autonome l'entreprise, de finalement, pour une meilleure gestion du risque. En termes de prévention des risques, il y a aussi un autre partenaire donc, qui a sa place, qui est le service de prévention et de santé au travail. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Périeux pour expliquer un petit peu aussi le soutien que peut apporter le service de santé aux entreprises sur ces problématiques plus globalement. Merci Corinne. Oui, donc je pense qu'effectivement, le médecin du travail et le service de santé, avec le service pluridisciplinaire à qui on demande d'intervenir parfois en entreprise, peuvent avoir un rôle important dans l'information et le conseil de l'employeur. Et le médecin du travail, sur 2 registres, en fait, le registre de connaissance de santé, de l'état de santé des salariés, et sur le registre de la connaissance des postes de travail en entreprise. Et sur la connaissance de l'état de santé des salariés, on a plusieurs occasions. Il y a malheureusement les visites de reprise suite à des accidents de travail, maladies professionnelles ou maladies simples. Et là, on est parfois amené à faire des adaptations de postes de travail pour des salariés qui ont un état de santé altéré. Et c'est malheureusement trop tard à ce moment-là. Mais on met le doigt sur des contraintes de travail, des postures, des tâches compliquées, des problèmes organisationnels qui en fait doivent être corrigés pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et pas seulement pour les salariés dont l'état de santé est altéré. Et donc, c'est un moyen, malheureusement un peu tardif, de mettre la lumière sur des situations qui doivent être modifiées pour maintenir les salariés en bonne santé en bonne santé. Et puis, on a aussi une intervention, une connaissance de l'état de santé des salariés au moment des visites périodiques qui sont de plus en plus rares, mais qui sont, quand même nous apportent un bon éclairage sur l'état de santé des salariés et sur peut-être des pathologies naissantes qui ne sont pas encore déclarées, qui ne justifient pas encore d'arrêt, une usure dont on vient de parler qui approche, qui se met en place sur des douleurs, des pathologies récurrentes dans certains services. Et là, c'est à nous de prévenir l'employeur que dans tel service, à telle tâche, on peut être confronté à un risque de RPS. Et à côté de ça, il y a le côté connaissance des postes de travail, puisqu'on intervient en entreprise pour la fiche d'entreprise, l'aide au document unique, pour des études de poste quand on a un problème et qui permettent de connaître le poste de la personne malade, mais aussi le poste en général pour tous les salariés. Et lors de ces visites en entreprise, on apparaît avec un œil neuf dans l'entreprise. Alors, ça n'a pas forcément été le cas beaucoup chez Casto, mais parfois dans les entreprises, je viens et puis le salarié, je demande « mais pourquoi vous faites les choses comme ça ?» J'ai toujours fait comme ça. Ou ça va plus vite, c'est plus facile comme ça. Ou c'est comme ça qu'on fait ici. Mais ça, dans l'entreprise, parfois, on ne le voit pas. Les salariés, l'employeur ne le voit pas, on a toujours fait comme ça. Et l'œil neuf du service de santé au travail permet parfois de mettre le doigt sur des choses simples, mais qui méritent d'être modifiées. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci.
Ok, merci. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus dans le, je dirais, dans le concret. Je vais passer la parole à Monsieur Bonamy, qui est le responsable sécurité, voilà, chez Castorama. Monsieur Bonamy, racontez-nous qu'est-ce qui a été fait concrètement, je dirais, au sein de l'entreprise pour mener cette démarche. Donc, je vais vous laisser, voilà, la détailler. Bonjour. Nous, on agit en amont afin de réduire les expositions au risque et mettre en place des mesures de prévention adaptées. Et ce qu'on va rechercher, ce qu'on recherche, c'est s'approprier la démarche afin de réduire le bilan AT&P, ce que nous a expliqué Mathilda, et développer une culture de prévention pérenne dans l'entreprise. L'idée, c'est que on continue et que ce soit une bonne pratique qui perdure très longtemps sur l'entreprise dans cette prévention des risques. Et on a vu tout à l'heure, tous les secteurs sont concernés en fait. Donc le service caisse, le jardin, la cour des matériaux, la décoration, l'aménagement technique, la logistique. Alors pas seulement des métiers où on pense que, comme la logistique, il n'y a que de la manutention. C'est vraiment tous les secteurs sont concernés. Et le CODIR, donc l'encadrement et l'encadrement de proximité, le CODIR élargi aussi. Dans cette démarche, il y a 4 étapes. On va commencer par un bilan de notre situation, un état des lieux. Où on en est, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'on a des leviers, comment on se positionne par rapport à la prévention sur notre magasin. Ensuite, on va réaliser un dépistage, un premier repérage des situations à risque réalisé par un groupe de travail. Dans chacun des secteurs du magasin, première analyse basée sur l'observation de situations de travail réelles, sur le ressenti et le questionnement des opérateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe sur le terrain, par des interviews, des observations et des analyses des situations de travail de nos collaborateurs. Ensuite, il y a un diagnostic ergonomique approfondi de 3 situations choisies après le dépistage. Donc, une fois que le dépistage est réalisé, le groupe de travail va définir 3 situations à travailler en priorité, suivant différents critères que l'on a choisis collégialement pour savoir par quoi on va commencer. Et une fois que c'est déterminé, la mise en place et le suivi d'un plan d'action associé à ces diagnostics par le comité de pilotage. Donc, il y a un groupe de travail, un comité de pilotage. Le groupe de travail, c'est celui qui va analyser, prendre des décisions, les proposer. Et le comité de pilotage, c'est celui qui va dire « OK, on fait ça », et on va se rencontrer de temps en temps pour voir un peu l'avancement de ces plans d'action. Une communication sur l'avancée du projet par le biais d'affichage, de briefs, de sessions de formation interne, de compte rendu CSE et CSSCT. Donc là, on va augmenter notre quantité de communication, parce qu'on s'est aperçu que malgré que beaucoup de personnes sont impliquées, mais la communication, il manque encore un peu de cette chose pour prendre encore plus d'ampleur sur l'entreprise. Et un collaborateur de chaque secteur, donc animateur relais prévention, membre du groupe de travail, réalise en binôme des dépistages sur le terrain, ce qui permet un regard extérieur, l'implication et le soutien entre secteurs. Donc, par exemple, ils vont sur le terrain, on se déplace, et il y a le service caisse, l'animateur relais prévention service caisse, qui, avec l'animateur relais prévention jardin, vont analyser une situation de travail en caisse et ensuite au jardin. Comme ça permet d'avoir, ce que disait Mme Perrieux, cet œil neuf, que nous, on passe devant des fois des anomalies, et avec le temps, ça devient normal. Et cet œil neuf permet justement de lever cette anomalie, de la mettre en évidence et d'apporter sûrement une solution dessus. On a démarré le projet en novembre 2021. On a validé plusieurs étapes. Et il y aura une dernière étape en fin d'année 2022 où on aura un retour d'expérience pour réitérer justement le projet et du coup analyser les autres situations de travail qu'on a vues en groupe de travail, mais pas déterminées comme à prendre en priorité dès le départ. Alors, les personnes impliquées, on a au niveau national, on a le pilote décisionnaire au national, on a une personne ressources compétente référent en région, et sur le magasin, on a une personne ressources compétentes magasin, le directeur magasin avec nous, le responsable des ressources humaines, le CSSCT, le médecin du travail et le contrôleur de sécurité CARSAT. Là, on est sur le comité de pilotage. Et le groupe de travail, donc ce sont des animateurs relais prévention, ce sont des collaborateurs volontaires. Donc, un appel à
un collaborateur volontaire a été fait dans les secteurs et on dit voilà, on a un projet, est-ce que vous voulez participer? Oui, non. J'ai bien expliqué, il a bien été expliqué ce que c'était ce projet. Et on a un collaborateur de chaque secteur qui s'est porté volontaire. On a des cadres du magasin, des agents de maîtrise et des collaborateurs, vendeurs ou vendeurs experts. Donc, on réunit tout le panel que l'on peut avoir sur les collaborateurs. Ils ont suivi une formation. Alors, pour certains, sauveteurs secours du travail, où on aborde la partie prévention dedans. Donc, déjà, ils ont un regard sur la prévention. Prévention, sécurité, commis d'effort, c'est un geste et posture en interne qui est fait, où aussi on parle beaucoup de prévention, de gestes, de posture, comment porter des poids. Donc, ils ont ce regard-là. Et ils ont, pour la plupart, des formations sur la conduite des engins de levage. Donc, ils ont déjà des connaissances en matière de prévention et sécurité. Et pour les faire monter en compétences, pour avoir un regard encore plus affûté, on va dire, sur les situations de travail, ils vont suivre en e-learning la formation acquérir les bases de la prévention en entreprise dispensée par l'INRS. Et ce sera réalisé sur le temps de travail. Donc, on va se réunir peut-être 3 fois, 4 fois, 4 heures pour travailler tous ensemble sur cette formation pour qu'ils aient un autre regard et un regard plus affûté sur la prévention. Nous sommes accompagnés par la CARSAT, Mme Serrière, et assistés par le médecin du travail, Mme Perriot. C'est tout le monde. On travaille tous ensemble, vraiment tous ensemble. Et un point que je voulais souligner, c'est l'adhésion du CSSCT, où au fil des années, il s'est lié beaucoup de respect, de confiance, qui permet aussi de mener ce projet très vite, parce qu'il n'y a pas de frein en fait. Il n'y a pas de frein. On n'attend pas les réunions pour se réunir, surtout pas. Dès qu'il y a quelque chose, on se voit, on se croise, on se parle, on se dit les choses et ça permet de gagner énormément de temps puisqu'on sait que dans la prévention, le temps, c'est notre ennemi dans un sens, mais c'est notre allié dans l'autre, puisque pour aller, si on réagit plus vite sur des situations de travail, on va sûrement limiter les accidents ou les incidents. Et pour finir, des points d'étape sont faits lors de chaque réunion CSSCT et suivi des points d'action tous les 3 mois en comité de pilotage. La réunion du groupe de travail tous les 2 mois au minimum. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de frein. Si on doit se réunir tous les 15 jours, on le fera. Tous les mois, on le fera. En tout cas, on a déterminé une fréquence de minimum 2 mois où on se réunit à 9 personnes. Les plans d'action établis par le COPIL et validés par le directeur du magasin seront présentés au comité de direction, donc à tous les chefs de secteur et au groupe de travail. Donc, beaucoup de communication pour donner l'avancée du projet et ce que l'on veut mettre en place. Mise à jour régulière d'un tableau de bord, donc on a des indicateurs de suivi. Et le projet sera réalisé fin 2022 pour ajuster l'ajustement et reconduit sur des postes suivants. Les animateurs relais prévention, aujourd'hui, ils sont reconnus dans leur secteur comme référents en prévention sur cette partie-là. C'est très valorisant pour eux et mais ça se sent, hein, ça se sent beaucoup. On sent une émulsion, on sent quelque chose qui se passe. Alors, ça va, j'espère, encore plus, hein, mais on sent que quelque chose se passe depuis qu'on a démarré cette démarche TMS Pro, qui est la continuité de ce qui était déjà mis en place avant. Ça a été vraiment un booster, on va dire. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Monsieur Bonamy, vous avez beaucoup parlé de situation de travail réel et aussi de travail d'équipe. Vous avez bien décrit comment finalement l'ensemble des acteurs en interne avaient été associés à la démarche. Ce qui serait intéressant maintenant qu'on puisse se représenter, et là je vais m'adresser à Monsieur Fernandez, c'est comment justement les salariés se sont appropriés cette démarche. Comment, à ce stade de la démarche, ils l'ont vécu, comment ils l'ont apprécié. Et de votre point de vue, voilà, c'est intéressant que vous nous donniez cet éclairage. Bonjour. Donc, en fait, là, les salariés sont priés en représentant les relais de prévention de chaque secteur. Donc, comme disait Fabrice, chaque collaborateur de chaque secteur est représenté. Ça, moi, lorsqu'ils ont des problèmes au quotidien, ils peuvent échanger
avec les secteurs concernés, et que ce soit au niveau de la manutention, que ce soit au niveau, je veux dire, des charges psychologiques, au niveau des caisses, au niveau des devis, chaque poste très important lorsqu'on est face à la clientèle. Et dessus, donc, ils sont investis de manière enthousiaste pour le bien-être du magasin et du collaborateur. Donc, c'est-à-dire que, et je veux dire, c'est vraiment la priorité et notre autre chose que, je veux dire, la productivité et aussi le chiffre d'affaires. Ce qui est mis en avant, c'est la sécurité avant tout. Donc, c'est vraiment ce qui était mis, les collaborateurs, ils voient que avant, on va dire, dans les autres années, même dans d'autres magasins, la sécurité était en second plan et ce qui comptait, c'était la productivité. Et là, maintenant, ce qui est mis en avant, c'est le bien-être du collaborateur. Et ce qui est très important, c'est que ça va au-delà du collaborateur responsable sécurité, qui, je veux dire, maintenant a une petite équipe qui s'élargit de plus en plus, car la sécurité n'est pas que pour le responsable sécurité. C'est directement même au niveau de la direction. Donc, l'impact est très fort parce qu'en fait, au quotidien, ce qu'il est dit, c'est d'abord ne pas se faire mal, prendre du plaisir au travail, c'est-à-dire avoir une cohésion d'équipe, que ce soit dans un secteur aménagement, logistique, caisse, qu'il n'y ait pas de limite, en fait, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc ça met en avant vraiment la cohésion, parce qu'en fait, lorsqu'on se fait mal, et je veux dire, ça inflige énormément de personnes au niveau de la productivité, et je veux dire, perdre 10 minutes pour déplacer un produit le faisant seul, parce que le client l'a demandé assez rapidement, tout simplement, je veux dire, prendre du recul. Alors après, hein, comme il a été dit tout à l'heure, je veux dire, on a toujours fait comme ça. Après, il faut s'adapter, il faut apprendre aux personnes qui ont 20 ans, 30 ans d'ancienneté que le monde change. Je veux dire, la possibilité de faire autrement et mieux, et avec plus de convivialité et moins de danger. La précipitation engendre toujours de gros problèmes. Après, ça engendre du stress. Donc, vraiment, tous les collaborateurs voient qu'il y a un accès plus que ce qui est au niveau de toutes ces grandes distributions, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est plutôt la sécurité. Et ensuite, avec la sécurité en bonne et due forme, on fait du chiffre d'affaires et les collaborateurs sont vraiment très, très, très contents de cette façon, quoi. Ensuite, comme disait Fabrice, il y a des formations qui est faite gestes et postures, je veux dire, mis en avant comment se positionner pour faire son travail au quotidien. Ce qui est plus facile actuellement, c'est que avant, que ce soit les dangers ou les problèmes n'étaient pas remontés au quotidien. Je parle mais vraiment des années. Là maintenant, en fait, c'est lorsqu'il y a un petit problème d'adaptation de poste, c'est pas un tabou en fait, hein, tout simplement. Lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, lorsqu'on a des difficultés, c'est pas un tabou. On n'est pas montré du doigt. C'est que derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui malfonction, on va dire, manque on appelle ça de coordination ou autre. Et c'est là justement qu'on est là pour adapter. Mais c'est vraiment l'affaire de tous, c'est-à-dire que c'est pas le responsable sécurité ou le responsable ou le manager qui justement va trouver des solutions, mais justement un collaborateur qui travaille au quotidien, qui échange avec un autre collaborateur. Les relais prévention sont là aussi justement en alerte et on échange énormément avec tous nos collaborateurs pour trouver des solutions et prévenir. Parce que bon, les solutions, c'est une fois qu'il s'est passé quelque chose, donc la prévention est plus adaptée. Donc voilà, donc après, au niveau de tout le magasin, moi, hein, de mon point de vue, du remonter des informations que j'ai des collaborateurs,
de l'accompagnement qu'on a, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose de très fort qui a été mis en place. Alors après, c'est vrai que là, on parle des TMS, mais bien avant, quoi, je veux dire, Fabrice avait mis en avant au niveau de tout ce qui était accident de travail, comment faire pour ne pas se blesser, comment faire pour travailler convenablement sur notre poste de travail et je veux dire, dans la bonne humeur et sans stress. Donc ça, après, voilà, maintenant, on parle de TMS Pro, donc c'est vrai. Mais je veux dire, en amont, Fabrice avait comment fait quelque chose qui ne s'appelait pas TMS Pro, mais, et je veux dire, c'est ni venu, quoi. Voilà, c'est pour ça que pour nous, le magasin, c'est pas nouveau pour eux, parce qu'en fait, ce qui avait été fait, le tour des collaborateurs relais prévention et la mise en avant des dangers qu'il pouvait y avoir sur telle et telle chose, c'était pas nouveau pour nous, quoi. Et les collaborateurs se sentent soutenus par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire, non pas pourquoi cette palette-là n'a pas été remplie, j'avais autant de temps pour le faire. Là, c'est que cette palette-là est là. Il faut trouver une solution pour qu'elle n'y soit plus. Donc, non pas la remplir le plus rapidement possible et provoquer du stress aux collaborateurs, mais s'il n'y a pas possibilité, ben, on la mettre ailleurs. Et le collaborateur, il fait autre chose, tout simplement. Et c'est vrai que la grande distribution, je pense, a beaucoup évolué. Alors après, peut-être pas dans d'autres entreprises ou autres, mais nous, on essaye on essaye parce qu'on avance, bien sûr. On n'a pas toutes les solutions non plus. On a des aides, mais justement pour travailler le plus cordialement possible avec de la bonne humeur. Après, c'est pas facile tous les jours, c'est sûr. Les arrêts, ça peut venir indépendamment comme le Covid, du jour au lendemain. Mais on essaie de s'adapter et, je veux dire, que ce soit au niveau direction, collaborateurs, des personnes qui vont d'un secteur à autre, pour pouvoir aider, je veux dire, les collaborateurs, entre guillemets, en souffrance parce qu'il y a des absences. Voilà, c'est ce que je voulais appuyer là-dessus, quoi. Ok, merci Monsieur Fernandez. Alors, Okay. dans ce que vous dites, effectivement, pour contribuer à l'implication des collaborateurs, vous avez expliqué qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait de longue haleine en amont et que finalement, ils étaient peut-être préparés aussi, ces collaborateurs-là, à cette nouvelle démarche et à ce que vous alliez amorcer. Et puis, il y a aussi des éléments que vous avez donnés sur des messages forts qui ont été je dirais, posé en entreprise par sûrement vos directions. C'est l'affaire de tous. Et ça a contribué aussi à la fois l'implication, mais aussi la cohésion. Vous avez parlé de cohésion des équipes et justement l'implication de chacun à son niveau, à son poste. Alors, pour compléter peut-être ça, ce qui serait intéressant aussi que vous nous donniez, c'est à partir de votre casquette peut-être d'élu CSSCT, c'est comment les autres acteurs et en particulier peut-être les partenaires sociaux à l'intérieur de l'entreprise ont pu être associés et jouer aussi leur rôle pour donner cet éclairage? Alors après, on a des réunions CSSCT et CSE où justement on parle pour l'avancement et au niveau du magasin, ne pas attendre, je veux dire, la date butoir pour trouver des solutions. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, que ce soit, en fait, on est tous collaborateurs dans le magasin Castorama La Gare, qu'on soit membre CSE, CSSCT, responsable sécurité, directeur, je veux dire, collaborateur aménagement ou technique. En fait, on tourne tous autour du bien-être du collaborateur. Et donc, en fait, il n'y a pas de barrière. Donc, ça fait que, je veux dire, c'est très simple, en fait, pour nous, de trouver des solutions et de faire avancer les choses. Parce que, je veux dire, comme on dit, le responsable sécurité a ses priorités, le responsable aménagement ses priorités, le directeur aussi. Chacun a ses propres priorités au quotidien, mensuellement, les chiffres d'affaires, tout. Mais la priorité du magasin, parce que je parle du mien, c'est mon magasin, c'est la sécurité et le bien-être du collaborateur. Donc, c'est à partir de là, pour nous, c'est en numéro 1. Donc, qu'on soit élu, CSSCT, délégué syndical ou autre,
on travaille vraiment tous main dans la main et il n'y a vraiment pas de cassure. C'est pour ça que c'est vraiment très important et c'est très fort dans notre magasin parce qu'en fait, on ne met pas en avant notre étiquette ou notre statut, tout simplement. On est collaborateurs de Castorama Lagarde et on travaille tous pour trouver des solutions et amener le bien-être du collaborateur. C'est ça, en fait, vraiment qui fait notre force, c'est que chacun ne travaille pas de son côté. Voilà, après, des fois, si, hein, pour trouver, entre guillemets, des petites solutions, parce qu'on se rencontre quand même au quotidien, on va se voir, on attend pas des réunions pour faire avancer les choses, et on implique aussi plein de collaborateurs. C'est ça, justement. On demande, on n'est pas le seul décisionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule personne qui peut donner une bonne réponse. Chacun peut amener sa pièce à l'édifice. Ok. Alors, on avance quand même vers le terme de notre table ronde et moi, j'aimerais peut-être qu'on fasse un tour d'horizon un peu plus global et que vous nous expliquiez peut-être quels ont été les freins dans cette démarche, alors de façon assez synthétique, mais surtout quels ont été les éléments facilitateurs et finalement les clés de la réussite pour une telle démarche, parce que ça peut donner, je dirais, envie et des idées au public qui nous écoute pour leurs prochaines expérimentations. Donc, ces freins et ces éléments facilitateurs, c'est à la fois pour l'entreprise, pour les salariés, pour les équipes, et puis avec le regard du médecin du travail et bien sûr de la CARSAT aussi. Donc, c'est intéressant comme ça qu'on ait cette vision globale. Donc, je vous laisse peut-être commencer pour Castorama. Ben, Monsieur Bonamy. Pour des phrases, s'il en est, on a travaillé longtemps par petites étapes. Alors, on n'avait pas de formation particulière ou de rapport particulier. Je parle de ça il y a bien longtemps. Et du coup, on avançait par petites étapes, un pas en avant, un pas en arrière. On cherchait un petit truc chacun de son côté. On se réunissait, on disait tiens, on a trouvé ça, et puis on repartait. Et c'était. Alors, on essayait de faire quelque chose. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pouvait faire quelque chose. Et le frein, c'est que ça avançait jamais assez vite. Et souvent, on trouvait des solutions immédiates. Voilà, c'est il faut porter une palette, on va mettre un transpalette électrique. Allez hop. Mais ça s'arrêtait là. On avait trouvé une solution à notre problème et tout va bien. Et, monsieur Bonamy, c'était avant. Ça, c'était avant. C'était avant. Alors, c'est un peu aujourd'hui aussi. Il y a des fois des solutions qui sont simples à trouver. Par contre, elles n'arrivent pas aussi vite. On a acquis avec le temps une démarche et TMS Pro, le vrai levier, en fait, c'est ce qui nous manquait, parce que c'est vraiment dans la continuité, nous a donné cette démarche un peu plus approfondie. Et là, on se rend compte, et c'est très intéressant, qu'on a encore beaucoup de travail, très passionnant, et on se rend compte qu'effectivement, et c'est un vrai levier, c'est que d'avoir ces étapes bien définies, cette démarche bien définie, donne beaucoup de cohésion et beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de réalité. C'est palpable. Maintenant, c'est palpable ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un vrai levier. Alors, je vous laisse prendre la suite. Oui. Oui, je crois que ce qui est vraiment très intéressant dans cette démarche, c'est l'autonomie de l'entreprise. Puisque là, maintenant, ils ont les outils, ils ont tous les outils pour faire là, aujourd'hui, mais ils auront les outils pour faire demain, après-demain et voilà, dans la continuité. Et alors, c'est vrai que le service de santé au travail est à la disposition des entreprises pour les aider, mais le fait d'être complètement autonome, c'est quand même formidable. Et, voilà, nous, on n'a pas forcément suffisamment de temps à détacher pour les aider de façon continue. Et puis, je voulais juste ajouter une dernière petite chose, c'est que moi, je dis souvent en entreprise, un salarié qui va mal se fait mal et un salarié qui a mal va mal. Et là, on rejoint les thèmes des RPS, en fait, et de la qualité de vie au travail. C'est que, voilà, TMS et qualité de vie au travail et RPS sont finalement liés. Voilà.
Donc, si je peux peut-être ajouter sur les leviers et les freins, je vais d'abord évoquer les freins parce qu'aujourd'hui, parler des TMS, ce n'est pas un sujet facile en entreprise parce que comme les risques psychosociaux, ça touche l'individu. Voilà. Un accident du travail, quelqu'un qui se coupe, quelqu'un qui a un hématome, c'est visible. Donc, on ne remet pas en question en fait la problématique de l'accident de travail. Néanmoins, quand on aborde des TMS qui ne sont pas visibles, ces troubles musculo-squelettiques, et où seule la douleur en fait est le symptôme pour le salarié, on remet en cause souvent ces problématiques avec des notions très individuelles qui sont liées à l'âge, qui sont liées à l'état de santé du salarié, etc. Donc, quand on a une approche un peu sur ce champ-là, on a du mal à comprendre que le travail a un impact, bien évidemment, sur cet état de santé de notre salarié. Donc, il faut déjà, en termes de transformer ce frein en levier, c'est de comprendre que les TMS, c'est aussi une grande part de l'activité de travail dans son processus de survenue. Et de dire que le travail peut faire mal. Alors, à l'inverse, je dirais aussi que le travail fait du bien, parce que c'est aussi un vecteur de santé. Le travail, ne pas tirer à boulet rouge tout le temps sur le travail, mais au contraire, c'est un vecteur de santé et autres. Le deuxième frein, il y a un frein important, bien évidemment, c'est le temps. Monsieur Bonamy l'a dit, ça peut être un allié comme un ennemi, mais ce temps, il faut le poser, parce que si on ne le pose pas, rattraper tout ce qu'on n'aura pas fait, le passif, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, lorsqu'on a des déclarations de maladies professionnelles, ça veut dire qu'on a eu une exposition pendant plusieurs années. Donc, tout ce temps, on ne pourra plus le récupérer et on va être dans la réparation et même à la prise en charge par le médecin du travail. Et là, c'est trop tard. Donc, quand on est sur le champ de la prévention, on doit agir en amont. On est dans une prévention dite primaire. Donc, il faut passer ce temps dans cette prévention primaire pour pouvoir agir rapidement sur les facteurs de risque. Et l'autre frein, qu'il faut le transformer en levier, Monsieur Fernandez et Monsieur Bonamy l'ont dit, c'est aussi l'engagement. Alors, l'engagement de la direction, on est sur un système pyramidal. Et si on n'a pas cet engagement fort de la direction, cette ambition de faire, l'action derrière, elle ne découlera jamais. Voilà. Donc, afficher des choses, c'est bien, il faut le faire, et il faut communiquer auprès de ses salariés sur cet engagement fort. Et puis après, derrière, il faut passer à cette phase d'action. Et c'est ce que fait M. Bonamy et M. Fernandez avec Mathilda au sein de l'établissement, avec Mme Serrière et Dr Perrieux, c'est de passer à une phase d'action. Et cette phase d'action, c'est pas nous, on met à disposition des outils dans le cadre du programme TMS Pro. Ce n'est pas tant de remplir des tableaux et de mettre des croix si c'est vert, jaune, rouge. Ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, et les gens de Castorama l'ont dit, c'est de parler travail, c'est d'associer les salariés et c'est de parler de la vraie vie, de ce qui se passe dans les rayons, dans les réserves, de ce qui se passe dans le relationnel et de pouvoir, à travers ça, agir rapidement et d'entendre ce qui se dit parce que les facteurs biomécaniques, ça se voit. D'aller quantifier des bras levés, des dos ronds, des torsions de tronc, ça se voit. Mais le travail, ça se vit. Et ça, si on n'en parle pas, on ne saura jamais ce qu'il y a derrière le ressenti de chacun. Donc, les leviers, et ça, c'est le fort, en tout cas, la plus-value du programme TMS Pro, c'est qu'on accompagne l'entreprise dans une construction de projets. Et il y a un grand temps qui est, je dirais, donné à la construction de ce projet en termes déjà de poser l'état des lieux, comme M. Bonamy l'a dit, c'est-à-dire d'évaluer forces et faiblesses et de se donner une exigence qui sera atteignable. Ce n'est pas la peine de mettre des choses qu'on ne saura pas faire. D'être aussi dans une montée en compétences avec des formations. Voilà. Et puis derrière, de cadrer le projet en associant tout le monde. Et un projet, il y a un début, il y a une fin. Donc, un projet, c'est quelque chose de dynamique. Ça aussi, c'est un incontournable. Il y a un début, il y a une fin, et puis il ne faut pas l'étaler dans le temps, sinon on perd le sens, on perd l'action, on perd tout ce qu'on veut faire. Donc, et puis, il faut se focaliser sur des priorités. Ça aussi, c'est un levier très fort. Des priorités, courir toutes les situations de travail à la fois, même si on a bien compris qu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, mais travailler par petits morceaux. Et à chaque fois, on fait des retours d'expérience qui permettent de modifier les lignes, là où on aurait pu éventuellement se tromper, reprendre des outils qui nous sont plus adaptés pour l'évaluation des risques, etc. Et puis communiquer. Ça aussi, c'est un levier très fort, la communication. Montrer aux salariés ce qui a été fait, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, argumenter tous ces éléments où des fois on ne peut pas faire. Et puis d'avoir une approche multifactorielle.
on le disait là, à un moment donné en disant on a un problème, ben, on achète du transport électrique qui va bien, puis finalement on s'aperçoit qu'on ne l'utilise pas plus, parce que la solution technique, ce n'est pas la solution. Il faut avoir une approche organisationnelle, technique et humaine. Voilà, c'est l'accord des trois qui va faire fonctionner cette démarche. Voilà. Et puis, se trouver aussi des indicateurs de résultats qui permettent de mesurer l'impact de notre démarche. Alors, souvent, on est sur la sinistralité. C'est un indicateur comme un autre, mais qui est purement du résultat et qui n'est pas toujours forcément le meilleur. Il y a d'autres indicateurs sur lesquels il faut se positionner. Et je pense que des indicateurs plutôt qu'on va appeler de moyens proactifs, d'action, qui montrent que l'entreprise, elle bouge les lignes avec des formations. Hein. Souvent, M. Fernandez a cité des formations. On a associé des groupes de travail, on fait des analyses. Ça, c'est des indicateurs, moi, je trouve proactifs qui montrent qu'on est dans un champ d'action sur la prévention des TMS. Après, on en mesurera l'impact, mais il faut travailler aussi sur des choses positives. Voilà, il faut qu'on positive cette démarche et pas qu'on le vive comme on est des mauvais élèves, on n'est pas bon. Au contraire, il faut montrer qu'on est dans l'action positive de cette démarche de prévention et de ce que nous, on appelle chez nous le programme TMS Pro. Voilà. Merci. Alors, peut-être je vais faire une toute petite conclusion avant qu'on regarde s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas regardé. On a au moins une. Bon, d'accord. Alors, bon, c'est vraiment une expérience très riche et je trouve très, très complète hein, à travers tout ce qu'on a entendu. Je dirais d'amélioration globale des conditions de travail et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas ciblé ou centré sur un petit service, certains postes, mais que vous l'avez dit, ça s'est déployé finalement sur l'ensemble de l'entreprise. Donc ça me paraît intéressant. Que aussi, on ne s'est pas centré que sur le court terme ou le moyen terme, mais on va voir qu'il y a des effets à beaucoup plus long terme qui vont être intéressants pour l'entreprise avec des retombées pour les équipes. Et puis, ce que je note aussi, mais c'est peut-être ma déformation professionnelle en tant que psychologue, c'est que vous avez quand même beaucoup insisté sur une démarche participative. Ça me semble effectivement capital. Parce que vous avez expliqué que les salariés avaient été fortement associés au dispositif, qu'ils avaient collaboré en proposant des idées eux-mêmes. Et on sait que plus on associe les salariés et plus ils vont pouvoir s'approprier les démarches qu'on leur propose. Donc ça, pour moi, c'est une condition d'efficacité. Voilà, parce qu'à partir du moment où des salariés sont partie prenante, ils ne peuvent qu'être coopératifs, je dirais, pour mettre en application. Et du coup, aider à l'évolution, à l'amélioration et aux changements qui vont se traduire dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi un indicateur, je dirais, un élément et un levier en termes de qualité de vie au travail, hein, puisque on sait à contrario qu'un salarié qui va subir une organisation de travail dans laquelle il ne peut pas être force de proposition, bah forcément, il risque de déclencher un certain nombre de symptômes ou de troubles à la fois psychologiques et à la fois physiques. Si je devais retenir quelques, je dirais, ingrédients qui concourent à la réussite peut-être d'une telle démarche à travers ce que vous avez expliqué, il y a de façon très, très, très importante et primordiale l'implication des directions, avec aussi une réelle volonté de montrer qu'on veut changer, améliorer l'environnement pour les salariés. Vous avez dit être centré sur le bien-être des salariés. Et puis, donc, cette implication des directions, elle va se traduire par aussi une communication forte. Et c'est ce que vous avez aussi évoqué, hein, des messages forts qui sont véhiculés dans l'entreprise. Des actions qui vont être portées par la hiérarchie, du coup, et conjointement par les équipes, avec aussi, je noterai peut-être l'impulsion quand même qui est donnée par un référent, hein. Peut-être en l'occurrence ici, Monsieur Bonamy, c'est le responsable sécurité. Alors, vous n'étiez pas seul, bien sûr, mais bon, peut-être que vous avez donné aussi cette impulsion et que vous vous êtes fortement impliqué là-dedans. Le choix d'une démarche, bien sûr, participative, ça, c'est un ingrédient de la réussite, je viens d'en parler. Et puis, surtout, permettre, et c'est ce qu'a permis la démarche et c'est ce qu'on a vu, de vraiment parler du travail réel à partir des situations de travail. Donc, c'est vraiment ce que fait la personne au quotidien et pas ce qui est en théorie notifié sur sa fiche de poste, hein. Et c'est à partir de là qu'on peut progresser en ayant finalement une approche systémique, hein. Donc, on voit que c'est un travail de fond qui a été mené
avec des répercussions sûrement d'ampleur, à la fois pour les troubles musculo-squelettiques, mais je dirais beaucoup plus largement parce que ça va sûrement avoir un impact sur les facteurs psychosociaux aussi, des troubles psychosociaux, et globalement, vous l'avez dit, la qualité de vie au travail. Et donc, ce sont tous ces éléments qui vont permettre finalement de travailler et de prévenir l'usure professionnelle. Donc, c'est bien là aussi agir plus en amont sur cette prévention primaire pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Voilà. Et puis peut-être, je dirais que ce sont des démarches aussi qui me semble-t-il, quelquefois permettent de peut-être relancer un peu la motivation ou de redonner du sens quelquefois. Et donc ça ne peut être aussi que bénéfique pour chacun des salariés de l'entreprise. Alors, bien sûr, ces démarches, elles prennent du temps. Forcément. Mais je crois qu'il faut l'accepter parce que le temps, il peut être justement positif dans le sens où il va y avoir une maturation et une réflexion importante. Mais à partir du moment où les outils sont adaptés, où on a fait réfléchir toutes les équipes en concertation, je dirais que ça y est, c'est lancé et on peut avancer avec des résultats qui vont bien sûr s'étaler au fil de l'eau, à moyen terme, à plus long terme pour l'entreprise. Voilà, donc bonne expérimentation à chacun pour ceux qui veulent se lancer là, dans le futur. Il y a donc des questions qui vont arriver. Il y a d'abord la question des effectifs. À partir de combien de salariés peut-on solliciter un diagnostic? Alors, je pense que ça concerne aussi bien le médecin du travail qui, en matière de prévention, est au cœur des relations avec l'entreprise, que la CARSAT. Donc, moi, je veux bien répondre à la question. Alors, l'idée de l'effectif n'est pas du tout un frein dans le principe du programme TMS Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme TMS Pro est avant tout un programme grand public. Donc, ça veut dire qu'il est ouvert de manière officielle et publique sur le site amélie.fr. Il est destiné à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Après, c'est là où ce qui est important lorsqu'on est sur l'étape 1, qui est en quoi suis-je concernée par cette idée des TMS et des lombalgies, l'idée de l'évaluation de l'état des lieux initial est important. C'est ce qui va en fait démontrer quel est notre niveau d'exigence qu'on peut se donner. Il est évident qu'entre voilà, une enseigne comme Castorama et peut-être une PME, voire une TPE à côté, le niveau d'exigence va pouvoir s'adapter en fait à l'entreprise. Par contre, les outils qui sont proposés derrière en termes d'analyse, de dépistage et de plan d'action sont vraiment adaptés à toutes les activités de travail et tous les effectifs possibles, puisqu'on interroge le travail réel dans l'entreprise. Donc, il n'y a aucune problématique sur les outils, sur la démarche en tant que telle. Après, dans l'accompagnement par la CARSAT, sur le programme TMS Pro, nous avons effectivement un ciblage particulier autour d'à peu près 470 entreprises en région PACA-Corse. Donc, on est très focalisé sur ces entreprises en termes d'accompagnement personnalisé, individualisé. Néanmoins, à l'inverse, il y a tout à fait des accompagnements possibles d'entreprises qui souhaitent développer aussi le parcours, le programme et qui souhaitent voir notre intervention dans leur établissement. Donc, il n'y a aucun seuil d'effectif qui peut en tout cas être un frein au programme TMS Pro. Et sur la partie diagnostic, connaissance du risque, je pense que le médecin du travail peut avoir une action pour guider l'entreprise vers des solutions qui existent par ailleurs. Docteur Thérieux. Ah oui, oui. Oui, effectivement, nous, on peut faire intervenir le service pluridisciplinaire de l'AIST 83, donner des conseils à l'employeur, faire intervenir l'ergonome ou Madame Dabezy, la psychologue, pour des actions ciblées, en fait. Mais ce ne sera pas des actions, comme je disais tout à l'heure, à long terme, et renouveler. Alors si, on peut faire des actions renouvelées, mais on ne peut pas être dans l'entreprise pendant des mois et des années. Alors que là, le principe de TMS Pro, c'est que l'entreprise est en complète autonomie et va pouvoir s'auto-corriger, s'auto-améliorer sur les mois, les années à venir. Mais nous, on intervient, oui, au coup par coup,
pour des situations précises, on intervient effectivement. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, Delphine, je pense que je vais te redonner la parole. Alors, merci à vous tous. La caméra. Ah, pardon. Merci à vous tous pour vos présentations, pour vos retours terrain et ce bel exemple aussi d'implication collective de la part de notre témoignage là, de Castorama Lagarde. C'était vraiment aussi le message à retenir d'une démarche globale. Et puis, on a aussi pu identifier des partenaires auprès des entreprises, auprès des employeurs, que sont la CARSAT, la IAST et également l'ANACT et l'ARACT et les ARACT. Et c'était aussi l'occasion de prendre connaissance d'outils pratico-pratiques, de solutions, via aussi des possibilités de formation et autres. Donc, merci à vous tous, merci aussi aux auditeurs, bien sûr. Et là, le mot de la fin va être donné à Emmanuel Joly, de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var. Bonne journée. Merci Delphine et bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient la lourde tâche et surtout l'honneur de conclure cette matinale. Et je tenais à remercier les intervenants qui vous ont présenté cette matinale et en particulier l'entreprise Castorama qui a pris le temps de venir nous expliquer cette démarche mise en place au sein de l'entreprise. Et je tenais à remercier l'ensemble des partenaires du comité RPS qui a organisé cette matinale et remercier en particulier l'Union patronale du Var qui nous a mis à nouveau à disposition ses moyens techniques pour pouvoir tenir cette matinale. Et donc, je tenais surtout à saluer la qualité et la richesse des échanges auxquels on a pu assister ce matin. Donc, cette matinale nous donne un premier éclairage sur une réalité sur laquelle je pense que tout le monde s'accorde facilement de l'existence, mais on l'a vu, c'est une réalité qui est un peu complexe dans ses déterminants et il n'est pas toujours évident de les identifier et encore moins de trouver des solutions simples à ce phénomène d'usure professionnelle. Et on le voit sur l'expérience de Castorama qu'il est nécessaire vraiment de se pencher sur cette question et de se donner le temps nécessaire pour analyser et pour trouver des solutions pertinentes. Alors, je partagerai avec vous une expérience un peu personnelle. J'ai préparé un peu ce webinaire hier soir devant la télé et j'ai vu, peut-être comme vous, le film Au nom de la Terre et ça m'a fait penser une illustration de ce phénomène d'usure physique et d'usure psychologique qui peut toucher tous les travailleurs. Alors, c'était certes un secteur particulier avec des contraintes très particulières, mais on le voit qui illustre un petit peu ce que Franck nous a présenté ce matin sur ce qu'est une usure professionnelle et à quoi elle peut aboutir en termes de burn-out, sur un épuisement émotionnel, une fatigue chronique et des addictions, et voire la perte de l'estime de soi. Donc, on le voit, il est nécessaire de travailler sur des solutions qui permettent de lutter contre cette usure professionnelle. Alors aujourd'hui, on l'a illustré principalement sur la question des TMS, mais on l'a vu également, la question des risques psychosociaux en lien, bien évidemment, aussi avec ces TMS. Et on a vu que l'urgence et la nécessité de travailler le plus en amont possible de ces questions d'usure professionnelle. Et d'y associer le plus d'acteurs possibles sur la question, les acteurs de la prévention qu'on a présentés ce matin, les services de prévention de santé au travail, la CARSAT, l'ANAC. Je rajouterais aussi, bien évidemment, l'inspection du travail, puisqu'on est là aussi à ce titre-là ce matin, et donc de rappeler aussi que l'inspection du travail a son rôle à jouer en matière de prévention de l'usure professionnelle. Mais au-delà de tous ces acteurs, celui qui est le plus important, c'est bien évidemment l'entreprise. Et l'expérience de Castorama présentée ce matin a été particulièrement éclairante sur la place de l'entreprise dans cette démarche. Et le défi qui est posé devant nous, c'est de rendre accessible cette démarche aux PME-TPE, moins structurées que peut l'être, par exemple, l'entreprise Castorama, qui est effectivement un service dédié avec une organisation très aboutie alors je ne dis pas que c'est évident et que c'est simple, mais c'est peut-être plus facile pour ce genre de structure. Et donc,
le défi aujourd'hui, c'est peut-être de mettre à disposition des PME, TPE cette démarche de prévention de l'usure professionnelle. Excusez-moi pour le bruit parasique. Donc, on l'a vu hein, dans cette affaire, la prévention primaire est encore plus nécessaire hein, que d'habitude. Et quand on l'a vu hein, sur les chiffres qui ont été donnés par l'ANACT, hein, quand on est au stade de l'inaptitude, il est souvent trop tard, puisqu'on est sur des reclassements qui sont souvent voués à l'échec dans une majorité des cas. Et là, je vais reprendre la casquette pouvoir public hein, pour rappeler ce qui a déjà été dit par la personne de l'ANACT et de dire que la prévention de l'usure professionnelle, aujourd'hui, c'est devenu une priorité dans les politiques de santé publique. Et donc, je fais référence à l'ANI de 2020 et la loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention de la santé au travail. Et tout cela se décline dans le nouveau plan santé au travail numéro 4 2021-2025, qui fait une place particulièrement importante à la prévention de l'usure professionnelle, hein, avec un axe stratégique particulier qui traite de la question, donc qui traite de la question de la prévention de l'usure professionnelle, mais également des questions incidentes de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des salariés. Et pour terminer, je retiendrai deux points particuliers hein, dans ce plan santé au travail et qui décline la prévention de l'usure professionnelle. C'est d'une part de renvoyer au dialogue social la définition d'un certain nombre de mesures de prévention de l'usure professionnelle, donc un dialogue social au niveau des branches, mais également au niveau des entreprises, avec effectivement la définition d'un certain nombre de mesures et de critères qui permettent de détecter cette usure professionnelle au sein de l'entreprise. Et deuxième action que je retiens également dans ce plan de santé au travail qui sera décliné au niveau régional et décliné localement dans notre département, c'est de travailler sur les parcours professionnels. Et on l'a vu, et l'ANACT vous l'a également explicité, qu'il est important de travailler sur ces parcours professionnels, que ce soit en milieu et en fin de carrière, pour pouvoir diversifier les trajectoires et éviter cette usure professionnelle en effectivement redirigeant les salariés sur d'autres postes ou sur d'autres filières. Et puis derrière, donc les actions du PST qui vont travailler plus sur la désinsertion professionnelle, mais la primauté doit être donnée à la prévention de l'usure professionnelle avant de travailler sur ces questions de désinsertion. Voilà les quelques mots que je voulais vous livrer en conclusion. À nouveau, je remercie l'ensemble des participants à cette matinale et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. À vous, au revoir.